Bonjour à tous, bienvenue dans La Machine, le podcast qui permet de comprendre les rouages de la psychiatrie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Machine. Je suis ravie de pouvoir vous présenter Alice qui va m'accompagner durant tout cet épisode et qui va nous expliquer un peu son parcours de vie et comment elle vit aujourd'hui avec sa maladie. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Donc déjà, bonjour Alice. Bonjour. Je te remercie du coup de m'accompagner pour cet épisode. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être un petit peu, nous dire par exemple ton âge et pour quelle maladie tu es venue présenter l'épisode? Alors du coup, moi c'est Alice, j'ai 24 ans, je vais sur mes 25 ans et je suis là aujourd'hui pour parler de mon trouble de la bipolarité de type 2. Donc voilà. Ok. Comment toi tu pourrais l'expliquer ce trouble de bipolarité? Alors ça va plus pour moi en tout cas se manifester par des phases dépressives, des phases neutres et des phases d'hypomanie. Sachant que selon les personnes, il peut y en avoir plus ou moins. Moi ça va du coup être beaucoup plus de phases dépressives. D'accord, ok, donc plutôt une variation de l'humeur et donc pour un type 2 comme toi, plutôt du coup des phases d'hypomanie, de dépression et toi apparemment ça serait plus des dépressions. C'est ça. Mini tips. Qu'est-ce que le trouble bipolaire type 2? C'est un trouble qui se définit par la présence d'épisodes dépressifs majeurs avec au moins un épisode hypomaniaque. Le type 2 comporte des états hypomaniaques, contrairement au type 1 qui est caractérisé par des états maniaques. La différence des deux états se caractérise par l'intensité et la durée des symptômes. Cela sera donc plus important dans un état maniaque que dans un état hypomaniaque. Le trouble bipolaire, quel que soit le type, fait partie des maladies chroniques appelées troubles de l'humeur. Elle peut donc être stabilisée par une classe de médicaments appelés régulateurs de l'humeur ou thymorégulateurs. Est-ce que du coup ton trouble s'est manifesté d'abord par des dépressions ou des hypomanies? Alors c'est un peu particulier. Mon trouble de la bipolarité s'est manifesté par des dépressions. Sachant que la première dépression que j'ai faite, j'ai été mise sous antidépresseurs et les antidépresseurs m'ont fait un virage maniaque. En fait, c'est que les antidépresseurs sont censés réguler l'humeur, justement, la faire revenir à une phase stable. Et quand on a un trouble de la bipolarité, en fait, ça remonte beaucoup trop haut. Donc ça m'a fait faire un virage maniaque et c'est comme ça qu'on a pu diagnostiquer par la suite mon trouble bipolaire. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose qui arrive rapidement après que tu prennes le médicament? En fait, je ne saurais pas trop dire. En fait, j'avais 17 ans quand c'est arrivé. D'accord. Donc ça fait un petit moment. Mais j'ai été mise sous antidépresseur mi-janvier et un mois après, j'ai fait un virage maniaque à peu près. Ok. Sachant que ça met quelques jours, voire semaines à faire effet. Alors en effet, c'est quand même assez rapidement... le virage maniaque est apparu quand même rapidement. Mini tips. Qu'est-ce que le virage maniaque? C'est une élévation brutale et pathologique de l'humeur qui peut être due à la prise d'antidépresseurs. Si tu as été mise sous antidépresseurs, c'est du coup dû à des symptômes de la dépression. Toi, tu te souviens de quel type de symptômes? Alors pour cette dépression-là, c'était un sentiment de vide. C'était vraiment... je vivais un peu comme un fantôme. C'est-à-dire que je j'avais pas trop d'émotions. Ma tête était vide. Donc si je comprends bien, tu as été mise sous antidépresseurs sûrement liés à une dépression. En tout cas, des symptômes qui faisaient penser à ça. Est-ce que tu serais capable de expliquer, de te souvenir des symptômes que tu avais à l'âge de 17 ans? Alors oui, pendant cette dépression, c'était un peu particulier. À l'époque, je vivais avec mes parents, donc j'étais en terminale. Et en fait, j'étais complètement vide. On me décrit un peu comme un fantôme. Je me souviens que je ressentais absolument rien. Je ressentais pas de l'anxiété, je ressentais pas de bonheur, de malheur. Il se passait absolument rien en moi. Et donc, c'est vrai que c'était très compliqué de suivre les cours. J'avais aucun intérêt pour rien. Je subissais mes journées sans les subir parce que ça me procurait rien. Donc, en fait, pour moi, la vie, elle avait vraiment plus de sens. Est-ce que c'est venu à un stade où tu t'es même posé la question de rester en vie?
Oui, complètement. Bah, ça a été même jusqu'au stade où j'ai fait une tentative de suicide. Euh, Ça n'a même pas été réfléchi parce que vraiment je subissais mes journées donc je pouvais même pas projeter de mettre fin à mes jours. Mais en fait, un jour je suis rentrée juste d'une journée au lycée et je me suis dit bah c'est le moment, j'ai plus rien à faire, il y a rien qui me retient, j'ai eu aucune pensée pour personne. C'était vraiment bah c'était fini quoi. J'étais très détachée. Et du coup, t'as fait ça le jour même. Est-ce que des gens t'ont découvert du coup à ce moment-là? Comment ça s'est passé, si tu te sens d'en parler? Oui, alors c'était une tentative de suicide par médicament. Enfin, donc j'ai pris des médicaments. Je me suis un peu scarifiée. Et, effectivement, donc j'ai fait ça dans ma chambre. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu la présence d'esprit d'enlever la poignée pour éviter qu'on rentre facilement. Et c'est ma petite sœur en rentrant de l'école qui est rentrée, qui a vu que la porte, elle pouvait pas l'ouvrir, qu'elle ne m'entendait pas. Elle a donc appelé ma maman, qui a appelé les pompiers. Et après, bah, ils s'en doutaient parce qu'ils voyaient très bien, ils étaient complètement démunis face à la situation. Donc je sais que c'était très compliqué pour eux. Donc ma maman, elle a vite compris, donc elle a prévenu tout le monde et les pompiers sont arrivés. Donc ma sœur ne m'a pas vue, euh, mais c'est les pompiers du coup qui ont pas pété la porte mais qui ont réussi à l'ouvrir Hmm. et du coup qui m'ont découvert et qui m'ont du coup emmené aux urgences. D'accord. Et donc après ça, t'as eu des antidépresseurs, d'où le virage maniaque. Comment tu te sens pendant un virage maniaque? Bah, à l'époque, en fait, c'était la première fois que je prenais des antidépresseurs. Et du coup, suite à avoir pris des antidépresseurs, je me suis dit, mais c'est incroyable, ça marche super bien. Parce qu'en fait, bah, l'émotion, enfin l'humeur, pardon, est remontée très très haute. Et donc, je me sentais extrêmement bien. Ça m'a mis du coup dans une phase d'hypomanie. Et là, Hmm. c'était l'euphorie, il n'y a plus besoin de dormir, il n'y a plus besoin de rien, mais la vie, elle est super, il faut en profiter à fond, il ne faut plus dormir, ça sert à rien, il ne faut plus manger. Enfin, une euphorie beaucoup trop extrême de la vie pour le coup. Et puis vraiment l'inverse du coup de ce que tu présentais quelques semaines avant en fait. Ah oui, complètement, mais c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est incroyable les antidépresseurs, ça marche super bien. Hein. Ah oui, pour le coup. Et ça a pas du coup amené un flou dans ta famille? Peut-être que tes parents du coup ne devaient pas comprendre ce qui se passait. Bah, pas vraiment. Le virage après s'est fait quand même sur le brancard après ma tentative de suicide, donc c'est vrai que la transition a été un peu compliquée pour ma maman de, de dire mais pourquoi t'aimes la vie alors que vraiment tu viens juste de vouloir mettre fin à tes jours, donc là c'était un peu compliqué. Mais après en fait ils étaient tellement heureux de me voir mieux que bah, tout le monde était content, personne ne se pose de questions, enfin, surtout après une phase si compliquée, en fait, les personnes elles sont juste contentes et je le comprends totalement quoi. Hmm, ok. Eux, ils ont plutôt eu ce côté rassurant de bah en fait notre fille aime enfin la vie, donc on va profiter de ce moment-là et ne pas se poser de questions de pourquoi un changement si brutal. Oui, c'est ça. Bah, on va plus s'interroger quand la personne va pas bien et au Hmm. final, quand la personne va super bien, on va pas se dire mais pourquoi elle va super bien. Enfin, vraiment, surtout après une phase comme ça. Et est-ce que des médecins à ce moment-là, eux, se sont interrogés? Pas du tout, mais j'étais pas très bien suivie non plus. Bon, j'avais une médecin généraliste qui, elle, pour le coup, me suivait très bien, mais c'est une médecin généraliste, Hmm. c'est pas un psychiatre. Et j'avais un psychiatre donc pour avoir les traitements antidépresseurs et anxiolytiques, mais aucun suivi. Enfin, je lui ai demandé plein de fois de m'arrêter les anxiolytiques parce que ça n'allait pas et surtout que je les prenais plus. Et il m'en prescrivait encore alors qu'il savait très bien que j'en prenais plus. Les antidépresseurs, après, j'ai pris le temps avec lui d'arrêter comme il se doit petit à petit, mais ça faisait déjà 1 an que ça me faisait plus effet. Enfin, je les ai gardés beaucoup trop longtemps, en fait. Ça avait plus de D'accord. sens. Oui. Et à quel moment, du coup, le questionnement sur ce trouble bipolaire va arriver? Alors, beaucoup plus tard pour le coup, parce que là, donc, c'était en 2018. Et en fait, en 2022, je vais aller voir un psychothérapeute pour parler de ma vie. Et en fait, il va m'évoquer la cyclothymie, que je ne connaissais pas. Mini tips. Qu'est-ce que le trouble cyclotimique? Ce trouble fait partie des troubles de l'humeur et est caractérisé par des symptômes d'hypomanie et de mini-dépression qui durent quelques jours. Ils ont une évolution irrégulière
et sont moins intenses que celles des troubles bipolaires. Cependant, ces périodes de symptômes doivent se produire pendant plus de la moitié du temps, pendant une période supérieure à 2 ans. Donc la cyclothymie, c'est plus des changements d'humeur, mais de manière quotidienne. Enfin, c'est-à-dire que dans une journée, on peut être très heureux comme très triste, très fermé. Enfin, il va y avoir beaucoup de variations de l'humeur en une journée. D'accord. Et en fait, ça va effectivement m'alerter sur le fait que dans ma vie, effectivement, il y a des phases basses, des phases hautes. Je m'y retrouvais pas forcément, mais du coup, j'ai voulu aller chercher une réponse. Ok, donc lui, ça a été un peu le précurseur sur ce questionnement. Mais psychologue, enfin en tout cas psychothérapeute, donc en effet, peut-être pas non plus assez de ressources ou de connaissances là-dessus. Est-ce qu'il t'a aiguillé vers quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu as pu faire après? Non, pas du tout. Après, comme toute ma vie, beaucoup d'errance et de non-suivi par les médecins, psychiatres et autres. Donc non, c'était... Bon, j'ai eu un suivi thérapeutique et après, j'ai déménagé, je suis arrivée sur Bordeaux. Et en arrivant sur Bordeaux, je me suis dit, bon, je vais essayer d'approfondir ça. Donc j'ai commencé un suivi avec un nouveau psychiatre. D'accord. Et le but, c'est d'obtenir un courrier pour aller justement dans un centre expert pour essayer d'avoir un diagnostic. Malheureusement, ce psychiatre est décédé pendant mon suivi. Oui. Donc, compliqué. Et donc, encore une fois, je me suis retournée vers mon médecin généraliste qui m'a fait ce courrier et qui a du coup pu lancer la procédure pour me faire diagnostiquer. Et donc ça, c'était en quelle année? Ça, c'était les démarches ont commencé en 2022. Ah oui, fin d'accord. 2022. Donc quelques années quand même après cette première dépression de 2017. Oui, complètement. Et comment ça marche du coup au centre expert? Alors au centre expert, donc il faut un courrier pour que ça se passe en commission auprès d'un regroupement de médecins pour savoir si oui ou non ils me reçoivent pour poser un diagnostic, selon mon histoire. Donc ça a été accepté, je l'ai su sous à peu près une semaine ou deux, je me souviens plus trop, mais c'était quand même assez rapide. Et après, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec des infirmiers, des psychiatres, pour faire mon anamnèse, en fait, pour que je raconte toute ma vie, en reprenant depuis l'enfance, même jusqu'à la grossesse de ma maman. Ah oui. Donc c'était vraiment depuis le début et jusqu'à aujourd'hui. Et après, voilà, c'était le diagnostic qui a été posé avec une infirmière et une médecin psychiatre. Donc voilà, c'était l'annonce dans un bureau. Rien de fou. Et comment t'as vécu l'annonce? Et étonnamment, très bien. Après, je venais vraiment chercher une réponse. Donc j'étais vraiment prête à tout entendre. Après, j'avais pas du tout pensé au trouble bipolaire. Et en fait, quand elles m'ont expliqué, ça a vraiment sonné comme une évidence, contrairement à la cyclothymie où, oui, il y avait des choses, mais pas complètement. Et là, vraiment, l'explication, je me suis dit, c'est exactement ça. Et j'ai enfin un mot. Sur ce que je vis. Enfin, je suis pas folle en fait. Il y a vraiment des choses que je vis mal et c'est ok. Et c'est lié à quelque chose. Ouais, je comprends. Est-ce que c'est toi après du coup qui va l'annoncer à tes proches? Comment ça se passe? Oui, après ils étaient au courant de la démarche parce que en plus j'ai sollicité donc ma maman par rapport à la grossesse. Donc vraiment oui. j'étais soutenue par rapport à ça. Donc tout le monde était au courant. Enfin en tout cas dans ma famille, mes grands-parents. Ça, il y avait aucun souci. Donc j'ai fait toutes les démarches et au moment de l'annonce, j'ai même dû le faire au téléphone, je crois, parce que vraiment, ils suivaient ça de loin. Et non, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai pas eu du tout de problème. Ok, pas de stress de devoir annoncer. Non, pas Tant du mieux. tout. Pas du tout d'appréhension, de réaction. Parce qu'à partir du moment où ils étaient soutenants, c'est qu'eux aussi, ils attendaient une réponse. Donc c'était pas un soulagement pour tout le monde, mais au moins une réponse, quoi. Mais c'est bien du coup pour toi d'avoir pu être soutenue comme ça par tes proches parce que je pense que c'est une force. Oui, complètement. Je sais que je suis pas seule. Déjà dans les démarches, c'est important parce que moi, ça m'a poussée à aller jusqu'au bout. Et puis même pour après, je sais que je vais perdre personne parce que j'ai une maladie. Donc c'est très positif. Et en fait, le soir même, j'ai même appelé mes deux meilleures potes. On a été se boire un verre, je leur ai raconté alors qu'elles savaient pas du tout mes démarches. Et en fait, aucun problème. Elles m'ont posé des questions. Elles ont fait des liens par rapport à nos vies et aux expériences qu'on avait vécues ensemble. Et en fait, ça s'est très bien passé. Ok.
Franchement, chapeau d'avoir un entourage aussi bienveillant comme ça, c'est vraiment chouette pour toi. Oui, complètement. J'en ai bien conscience. Et justement, en parlant d'entourage, est-ce que maintenant que tu connais ton diagnostic, ta maladie, tout ça, est-ce que c'est difficile de l'annoncer à des gens que tu rencontres actuellement? Oui, complètement. Alors pour le coup, c'était pas du tout difficile pour des personnes qui me sont proches et qui me sont chères, ce qui peut être un peu surprenant des gens que je connais pas. Mais en fait, j'appréhende la réaction, j'appréhende tout ce qui peut être préjugé sur justement les troubles psychiatriques. C'est encore mal connu. Et donc j'ai peur qu'on fasse des généralités et qu'on me mette dans une case sans vraiment apprendre à me connaître. Et j'appréhende beaucoup ça, donc j'en parle pas. Après, je pars du principe que ça me définit pas non plus, donc c'est pas ça relève pas de mon identité, donc quand je me présente, j'ai pas forcément à le dire. Mais c'est vrai que quand j'approfondis avec les personnes, il vient ce moment où j'ai quand même envie de le dire et en même temps je me dis ça peut gâcher la relation, donc je suis toujours dans cette ambivalence de qu'est-ce que je fais. Et comment tu choisis, du coup, entre guillemets, les personnes à qui tu vas oser le dire? Ça va clairement dépendre de comment moi je me sens à ce moment-là, de comment la personne m'a mis en confiance, et puis des sujets qui arrivent. Je vais pas dire. Et au fait, j'ai un trouble bipolaire. Enfin, je peux pas amener ça comme ça. Donc ça va vraiment dépendre de la discussion. Et puis après, je vois en général. Enfin, c'est même pas en général, ça s'est toujours bien passé, mais ça n'enlève pas l'appréhension que j'ai à chaque fois. Après, mon entourage, quand même, m'aide beaucoup à assumer cette partie-là de moi, de dire c'est ok d'aller mal, c'est ok d'avoir justement des virements d'humeur. Enfin, je suis très soutenue et les gens sont très compréhensifs autour de moi. Mais après, il y a toujours quand même ce frein par rapport aux autres, mais c'est vrai que ça va vraiment dépendre de comment moi je vais analyser la situation, analyser l'autre. Et en général, vu que j'analyse trop, le résultat n'est pas forcément là. Et c'est aussi peut-être un frein pour le travail, d'ailleurs. Oui, complètement. En parlant de ça, du coup, j'ai une RQTH, donc une reconnaissance travailleur handicapé. Donc, je peux donner aux entreprises pour justement avoir des aménagements si j'ai besoin. Mini tips. Qu'est-ce que la RQTH? La RQTH est un sigle qui signifie la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cela est une décision administrative qui accorde aux personnes en situation de handicap une qualité leur permettant de bénéficier d'aides spécifiques. Cette décision, on peut la demander auprès de la MDPH, qui est la Maison départementale des personnes handicapées. Et toi, tu aurais besoin de quel type d'aménagement, par exemple ? Alors moi, ça serait plus... en fait, c'est souvent ça parce que j'en parle pas au travail parce que on pense souvent aux aménagements physiques. Oui. Du coup, je me sens pas trop légitime de poser ma RQTH, mais ça serait plus des aménagements d'horaire, par exemple, parce que j'ai besoin de mes heures de sommeil et si je les ai pas, ça peut vraiment être un terrain glissant vers la dépression. D'accord. Par exemple, là en ce moment, je suis dans un centre d'appel. Si un appel se passe pas bien, je vais mettre... ça peut vraiment m'impacter au point où je vais mettre plusieurs minutes à m'en remettre. Et du coup, les personnes ne vont pas forcément comprendre l'impact que ça a pour moi. Donc c'est vrai qu'il y a des moments qui sont un peu délicats comme ça, mais ça serait plus par rapport au temps pour moi ou aux situations où je peux être mal. Ça va vraiment dépendre de ça. Et puis aussi amener une compréhension si jamais je suis en dépression de pourquoi je suis absente pendant un certain temps. Ok. Et parce que le risque, en effet, c'est que si tu n'oses pas en parler, ça amène à devoir poser un arrêt de travail, en fait. Oui, c'est ça. Mais après, moi, mon grand défaut, c'est que si je commence à pas aller bien, au lieu de poser un arrêt de travail, je pose une démission. Ah oui, c'est direct. Oui, parce qu'en fait, je culpabilise pour l'entreprise. Je me dis, ils m'ont fait confiance. J'ai pas envie de poser un arrêt de travail. Alors que je sais que c'est clairement le principe. Si on va pas bien, les arrêts de travail sont là pour ça. On a un peu de chance quand même en France par rapport à ça. Mais en fait, je me sens pas légitime. Et ça, c'est compliqué encore. Il y a encore une culpabilité où tu portes le poids toujours de cette étiquette, peut-être de j'ai un handicap et j'accepte pas d'avoir des aménagements particuliers. Oui, c'est ça. Alors que
les employeurs à qui j'ai donné ma RQTH, ils m'ont toujours dit est-ce que tu as besoin d'aménagement? Franchement, n'hésite pas si tu en as besoin au bout d'un moment. Au début, je dis pas du tout. Là, mon dernier employeur, je dis bah, peut-être par rapport au temps de pause, mais après, ça reste quand même très vague. Et du coup, c'est vrai que bah, c'est un peu compliqué, surtout que il me demandent souvent bah, est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux nous dire ce que c'est? Et bah non, jamais de la vie. Jamais de la vie, je dirais ce que c'est, parce que en fait, je sais qu'on va me mettre dans une case. Enfin, Ouais, je comprends. malheureusement, je pense que c'est encore le cas en France. Je comprends. Et c'est bien aussi que justement tu aies le droit à ce type d'anonymat sur le nom de la maladie et que tu puisses garder ça pour toi de manière personnelle. Oui, complètement. Du coup, tu parlais de la relation entre le travail et les risques de dépression. Est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup d'avoir des dépressions en même temps que de travailler? Très bonne question. Alors, il y a des périodes effectivement où j'allais pas bien. Et ça m'a fait quitter mon travail. Je restais une semaine et je démissionnais, ce qui amène encore plus de culpabilité, surtout quand on est en dépression. Donc en fait, ça aggrave juste la dépression. Oui, c'est vrai. Alors que de base, aller au travail, ça nous fait sortir et tout. Mais en fait, bah, on n'est pas capable d'y aller. Et après, on pose une démission et au final, on se retrouve seul. Enfin, c'est clairement un cercle vicieux. Mais donc oui, ça m'est déjà arrivé. J'avais pas commencé un contrat depuis longtemps, donc c'était facile entre guillemets à arrêter. Et c'était pas non plus des jobs qui me plaisaient énormément. Donc c'était pas hyper compliqué, mais ça a amené quand même une grande culpabilité derrière. Et puis il y a peut-être aussi une appréhension à reprendre un travail justement. Ah oui, complètement. Bah, en fait, j'ai enchaîné beaucoup d'arrêts de travail, enfin pas d'arrêt de travail, du coup de démission. Et en fait, j'ai perdu totalement confiance en moi, surtout avec la dépression qui est passée par là. Et en fait, je me suis mis en tête que jamais j'arriverais à faire un 35 heures en CDI. C'était vraiment. Enfin, dans ma tête, c'était devenu inimaginable. D'accord. Alors que j'avais eu des contrats en 39 heures pendant tout un été et ça s'était très bien passé. Enfin, j'avais vraiment pas eu de problème. Et en fait, bah là, j'étais arrivée à un stade où aucun contrat ne pouvait être honoré. Je savais que c'était en échec. Et donc, c'était très compliqué pour moi de me projeter alors que je savais que j'allais échouer au bout d'un moment dans mon contrat. Oui, il y a vraiment une confiance qu'il faut retravailler à chaque fois pour que tu puisses te projeter en fait sur le milieu professionnel. Oui, oui, bah oui, complètement. Tu as beaucoup parlé des dépressions. Est-ce que tu serais capable de nous dire combien environ de dépressions tu aurais fait? Alors, de vraies dépressions, enfin quand je dis vrai, c'est que là pour le coup j'étais vraiment au plus mal. Je dirais que j'en ai fait deux et qu'il y a deux autres moments où c'était un énorme mal-être, mais j'arriverais pas à dire si c'était une dépression. Parce qu'en fait c'était un mal-être lié à mon environnement, aux personnes qui étaient autour de moi. Donc je pourrais pas dire si vraiment c'était une dépression ou vraiment c'était plus le côté environnemental qui me rendait mal. D'accord. Ok. Ce qui, je comprends. Enfin, ça doit être quand même assez flou du coup de savoir la limite en fait du pathologique, de à quel moment on peut vraiment dire que c'est une dépression. Alors très généralement, ça va être le médecin qui va pouvoir poser ça, mais de soi-même, peut-être que des fois tu dois te questionner aussi sur ce que tu ressens en disant bah là je me sens vraiment pas bien, mais est-ce que je suis déjà en train d'être dans une dépression ou pas? Toi, tu arrives à faire le discernement à ce moment-là? Bah, y a des moments, oui, en tout cas, je me sens partir en dépression. Ça veut dire que il y a plein de petits signaux qui me font dire ouh là là, attention. Comme bah, par exemple le fait de commencer à m'isoler, le fait de. Bah, en fait, la fatigue, déjà, ça va être quelque chose qui va vite arriver, qui va vite me mettre dans un état d'esprit dépressif et surtout pessimiste. D'accord. Donc en fait, ça va vraiment être comme ça, où je vais être peut-être plus irritable, je vais pas avoir envie de sortir pour voir du monde socialement, je vais plus être à l'aise. Il y a plein de petits trucs comme ça qui vont se mettre en route et en fait, cumuler au bout d'un moment, bah, j'ai plus envie de rien, je sors plus et voilà, je suis en dépression quoi. Et ça dure environ combien de temps la dépression chez toi? Alors c'est très saisonnier, c'est très souvent, enfin ça a toujours été pendant l'hiver, donc D'accord. en général ça arrive vers octobre où je commence à avoir les premiers signaux. En général je suis au fond du gouffre début décembre ou fin décembre, ça dépend les dépressions. Et après je repars en général en mars. Ok. Début mars, fin février, début mars,
j'ai remonté la pente. Et tu repars parce que tu sens que c'est sur une fin de dépression ou parce que t'as un médicament qui t'aide à remonter? Pour la première dépression, du coup, c'était vraiment l'antidépresseur, donc pas bon exemple. Mm. Mais là, récemment, j'ai commencé à sentir que ça allait mal. J'ai été diagnostiquée. Pendant longtemps, j'ai refusé de prendre les traitements parce qu'en fait, j'avais envie de faire par moi-même avec des psychothérapies et je voulais m'en sortir seule. Et en fait, au bout d'un moment, je me sentais trop partir et c'était trop compliqué à chaque fois de devoir tout reconstruire dans ma personnalité après une dépression parce que c'est très dévastateur. Et donc j'ai décidé de prendre le traitement. Donc là, pour le coup, c'est le traitement qui m'a fait aller mieux. Ok. Le traitement, tu sens un effet quotidien ou comment ça se passe pour toi? Alors c'est un traitement un peu particulier. Quand je l'ai pris, donc j'allais pas bien, c'était en novembre. D'accord. Et j'ai été alertée par le psychiatre que par contre, il fallait au moins 2 mois pour ressentir les effets. Donc Ce qui est long voilà, quand on est en faut dépression. imaginer que en octobre, je commence à pas aller bien. Si je me décide pour aller voir un psychiatre, c'est que ça va vraiment pas bien. Ouais. Et quand on me dit dans 2 mois, vous êtes encore en dépression et que ça aura pas forcément l'effet attendu, c'est très compliqué. Mm. Après, plus les jours passaient, plus je me disais, faut absolument que je continue ce traitement parce que en fait, ça va pas et j'ai pas envie de rester dans cet état et de ressortir encore plus abîmée qu'avant. Ouais. Donc oui, le traitement, après, quotidiennement, je le sens plus maintenant parce qu'en fait, mon humeur est stabilisée. Mais je sais très bien que ça a un effet. Enfin, je le sens dans ma personnalité et dans comment je suis aujourd'hui. Me sentir stable, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Ok. Et donc cette stabilité, c'est pas un antidépresseur du coup, si je comprends bien, vu que ça fait des virages maniaques. C'est un régulateur de l'humeur? Oui, c'est ça. C'est un régulateur de l'humeur qui me permet donc d'être stabilisée. Pendant longtemps, j'en voulais pas parce qu'en fait, je me disais, bah oui, mais il y a des périodes où je suis neutre, je suis pas tout le temps en dépression ou tout le temps en phase hypomanie. Et je me disais, quand je suis en phase neutre, j'ai pas besoin de médicaments. Et en fait, les phases neutres, c'est pas du tout pareil que être stable. Et je m'en suis pas rendu compte avant, enfin, c'est en prenant le traitement qu'aujourd'hui je le sens. C'est-à-dire que être neutre, c'est dans l'appréhension d'une phase, on ne sait pas quand elle va arriver ni dans quel sens ça va partir. Alors que stabiliser, je suis sereine, quoi. Je suis stable et je sais que le traitement me maintiendra stable. J'ai pas du tout d'appréhension de crise hypomaniaque ou de crise dépressive. Ce qui change tout du coup. Complètement, dans l'appréhension de la vie, du travail, de se projeter, c'est quand même énorme en termes de changement pour moi et c'est une réflexion de la vie qui est différente. Ok. Hyper rassurant du coup. Oui, complètement. Et t'as parlé du coup que justement tu n'appréhendais plus des phases hypomaniaques, ce qui nous fait une très bonne transition pour que tu puisses nous en parler. Est-ce que tu en as fait plusieurs? Alors oui, du coup la première, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand j'ai été sous antidépresseur et que j'ai fait un virage maniaque. Ouais. Ça m'a emmenée en hypomanie et c'est ce que je disais, donc il y avait un côté ultra sociable, beaucoup de sorties, enfin je dormais pas, je faisais tout le temps des soirées, je pensais pas vraiment à manger. Enfin, c'était vraiment dans une euphorie de la vie où on a envie de saigner la vie, pour donner une image, mais de vraiment, il n'y a pas de limite et il faut profiter jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au lendemain. Enfin, il faut pas dormir, on perd du temps quand on dort. Ok. Voilà. Et il y en a eu d'autres du coup? Il y en a eu une autre. Donc quand j'étais diagnostiquée et quand je refusais encore de prendre les traitements, il y en a eu une autre qui est arrivée par beaucoup de stimulation liée à un travail que j'avais qui m'animait profondément, pas pour le métier que je faisais, mais pour les personnes qui y étaient. D'accord. Et en fait, la stimulation a fait qu'au fait, au bout d'un moment, ça m'a fait monter de plus en plus en phase hypomaniaque. Et au bout d'un moment, je suis arrivée un peu haut et j'ai eu un petit déclic de calme-toi, là tu te mets en danger. Ah oui, tu peux sentir que ça monte et qu'il y a un moment où tu contrôles plus au point de te mettre en danger du coup? Oui, complètement. En fait, c'est comme la dépression. Il y a des signaux qu'on peut percevoir avant vraiment d'être en dépression. Pour l'hypomanie, c'est la même chose. Ça veut dire que je
je vais sentir justement que je commence à avoir un peu plus envie de sortir, de commencer à faire moins attention à mon sommeil et justement d'avoir moins besoin de ce sommeil. Commencer vraiment à prioriser certaines choses que dans ma personnalité je priorise pas forcément et des envies petit à petit qui s'accentuent, que je sens. Donc de sociabilité, de rencontres, de vie, quoi. Enfin, ça commence à s'animer un peu trop en moi. Et puis au bout d'un moment, c'est l'euphorie. Ok. Et ce moment-là, du coup, j'imagine que pour toi, dans le moment, il est hyper plaisant. Oui, oui, complètement. Mais en plus, malheureusement, pour les troubles bipolaires, on a une appétence aux addictions. Moi, j'ai la chance de ne pas en avoir, mais l'alcool, c'est pas forcément conseillé parce que justement, ça il y a un effet euphorisant dans l'alcool. Et donc, justement, la soirée que j'ai vécue qui m'a fait me dire calme-toi, j'étais donc sous alcool. Et en fait, j'étais arrivée à un stade d'euphorie que moi qui prends pas du tout de drogue, qui suis contre ça, j'ai pris du poppers comme si j'en avais pris toute ma vie, ce qui n'est pas une énorme drogue. J'ai pas pris un rail de coke, mais j'ai pris du poppers sans aucune réflexion de me dire j'aime pas ça, j'en ai pas envie. Enfin vraiment sans aucune conscience, une présence d'esprit. J'ai pris ça et en fait en rentrant le lendemain je me suis dit mais on aurait pu justement présenter un rail de coke, je l'aurais pris. Mini tips, qu'est-ce que le poppers ? Le poppers est un vasodilatateur liquide vendu sous forme de petites fioles et il entraîne un état d'euphorie et de relaxation intense. Son effet ne dure que 5 à 10 minutes. Bien que légal en France et dans plusieurs pays européens, son usage n'est pas sans risque. L'inhalation ou l'absorption accidentelle par voie orale peut entraîner des effets secondaires notables sur le système nerveux, les fonctions hépatiques, rénales et respiratoires. Ouais, je vois, il n'y avait plus du tout de filtre raisonnable en fait. Oui, complètement. Et donc Ok. là, ça fait un peu peur et ça calme. Ok. Et du coup, ça t'a permis de reprendre un peu conscience et le contrôle de toi-même à ce moment-là. Ta phase en fait commence à redescendre du coup. Oui, c'est ça. Pas immédiatement, mais en quelques jours, ça m'a quand même calmée. Enfin, en fait, je me suis fait peur parce que je me suis dit, je voyais pas le mal, moi. Enfin, j'étais de mieux en mieux. Enfin, vraiment, surtout après des phases dépressives, quand d'un seul coup, tu deviens ton idéal. Enfin, vraiment, c'est la personne que je rêverais d'être. Donc, tu vois pas du tout le mal à ce que tu fais. Et en fait, à partir d'un moment, tu dépasses un stade où là, tu te dis, non, c'est pas mon idéal de commencer à me droguer, pas du tout. Mais je comprends mieux du coup ce que tu disais juste avant, comme quoi le fait d'être stable par le traitement, c'est un soulagement. Et on voit bien que tu es passé par des états, en effet, que ce soit en hypomanie ou en dépression, qui sont quand même assez importants et qui te font souffrir dans la finalité. Donc je comprends que ça doit être soulageant maintenant pour toi, quoi. Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, comment tu te sens maintenant ? Comment tu définirais ta vie ? Eh bien, aujourd'hui, c'est une vie très stable, justement. J'ai un contrat de travail. Bon, c'est pas un CDI, mais c'est un CDD. J'ai accepté que pour aller bien, il fallait que je respecte mon quota de sommeil, ce qui a été long à accepter. Mais en fait, les faits sont là. Si j'ai mon quota d'heures, en fait, je me sens bien. Okay. Et ça m'aide aussi à maintenir un travail. Donc oui, aujourd'hui j'ai un travail en 35 heures, je le vis très bien. Je fais même des heures sub, j'arrive à 40 heures par semaine, comme quoi, j'aurais jamais imaginé. Mais donc oui, ça a changé ma vie. Et je regrette absolument pas de prendre ce traitement, même si ça a été un peu compliqué d'accepter au début. Mais en fait, pour ce que ça apporte, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et du coup, maintenant tu arrives à te projeter. Est-ce que tu as des projets pour plus tard ? Eh bien, alors là, prochainement, un mariage. Ok, félicitations. Merci. Effectivement, un mariage. Bon, ça va pas... Traitement ou pas traitement, ça m'a pas empêché de me projeter. Ok. Mais après, oui, plus aussi par rapport, par exemple, à des projets d'enfants. C'est vrai que c'est à réfléchir. J'ai pas envie de transmettre ça à mon enfant. J'ai pas envie de transmettre cette maladie. Parce qu'il y a un côté héréditaire ? Oui, oui, totalement. Et c'est vrai que je porte ça, mais j'ai pas envie d'infliger ça à mon enfant, même si c'est un peu dur de dire ça, mais
Si je peux éviter, je vais éviter. Ok, je comprends. Après, dans le quotidien d'être parent, c'est aussi compliqué pour moi de me dire, quand on a un enfant, surtout les premières années, on dort pas trop parce que justement, l'enfant fait pas forcément ses nuits et puis c'est quand même un sacré rythme, c'est un changement de vie total. J'en ai conscience et je me dis, mais moi, si j'ai pas mes heures de sommeil, comment je fais? Enfin, si c'est pour aller mal, en fait, et au final me refaire partir dans une dépression alors que j'ai un enfant, enfin, Ouais. un peu événement catastrophe. Mais bon, après, j'ai une fiancée exceptionnelle pour ça. Je sais qu'elle est totalement... Enfin, c'est totalement OK dans le couple de se dire que la nuit, ça sera elle qui se lèvera. Ok. Moi, je dormirai. Et en fait, c'est juste un rythme à prendre de dire c'est OK, toi, la nuit, tu as besoin de tes heures de sommeil. Et après, tu as sur le jour. Et en fait, voilà, c'est juste la répartition des tâches. Bon, je suis pas encore 100% avec ça. J'ai un peu du mal à l'accepter. Mais en même temps, si je veux me projeter pour avoir des enfants, j'ai pas le choix. Je comprends et c'est même un très bon conseil à savoir en fait que ça peut aussi fonctionner, ce genre de schéma de couple qui peuvent avoir des enfants et en fait je pense que c'est primordial en effet si on veut avoir des enfants il faut qu'on puisse les avoir dans un état convenable. Enfin, pour toi il y a l'air quand même d'y avoir un enjeu sur ta santé donc en effet c'est quand même primordial que tu aies tes heures de sommeil donc c'est bien que vous puissiez ensemble vous poser ce genre de questions avant. Donc non, c'est chouette et c'est des projets importants. Donc je te souhaite de réussir dans tous ces projets. Merci. Et puis aussi, il y a la petite phase de si je porte l'enfant, il faut que j'arrête le traitement. Donc il y a énormément de risques. Enfin, c'est vraiment un aspect qui est compliqué. Mais en fait, ça se réfléchit. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. On a déjà un mariage à gérer. Oui. Mais ça, on y réfléchit forcément. Ok. Et dans tous les cas, j'imagine que ton médecin suivra tout ce genre de projet. Et comme ton entourage, et d'ailleurs pour cet entourage qui a l'air de t'avoir beaucoup soutenu sur ces dernières années, est-ce que tu aimerais leur donner soit des conseils, soit un message à leur passer ? Le premier, ça serait ne changez pas. Parce que j'ai beaucoup de chance de les avoir et d'avoir eu autant de soutien. Là, récemment, je l'ai annoncé à ma famille de cœur, on va dire. Et ils ont encore très bien réagi, mais j'avais aucun doute. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas comme ça à la volée. Mais ils ont très bien réagi, donc je suis vraiment très bien entourée. Donc ça serait vraiment de dire merci à tout le monde. Merci d'avoir été là dans les périodes basses. Merci d'avoir été là aussi dans les périodes hautes. Merci de m'accompagner, de me soutenir tous les jours. Merci de vous inquiéter pour moi, même si j'aimerais que vous ne vous inquiétez pas. Je sais que j'ai beaucoup cet instinct de protéger et donc je vais éviter de parler quand ça va pas. Mais c'est tout. Enfin, ça me fait toujours du bien de voir que en fait, on m'oublie pas et que même si j'ose pas parler au moment où on va me poser la question, j'ai quand même cette présence de on est là et ça vaut tout l'or du monde. C'est comme une équipe, quoi. Tout le monde est ensemble. Mais c'est beau, c'est chouette. Et une dernière question. Pour des personnes qui ont la même maladie que toi, est-ce que tu aurais un message à leur faire passer ou pareil, un conseil ? Un message, ça serait vraiment d'être optimiste. Je sais que ça peut être vraiment compliqué, surtout avec les phases dépressives qui clairement ruinent tout ce qu'on construit quotidiennement. Je sais que pour moi, ça a vraiment impacté mon estime de moi, ma confiance en moi. Et c'est très dur à reconstruire derrière. Donc, moi, j'encourage vraiment à envisager un traitement. Je sais que j'étais très fermée et au final, ça m'a vraiment changé la vie. Alors que je pensais vraiment que tout était perdu sur certains points. Donc, si ça peut vous permettre de vous reconstruire et de redevenir un peu ce que vous étiez avant, je vous le conseille à fond. Donc, moi déjà, je leur apporte tout mon soutien et j'espère. C'est donc la fin de ce nouvel épisode du podcast DLM. Bien. Avec la participation de Théotine Sergent pour le montage audio et la distribution, et je te souhaite de Emmanuel Ricard tout pour le bonheur graphisme, dans les prochains projets et enfin de Antea Lovisolo pour la communication. Merci à cette équipe de me suivre dans cette aventure et qui continue à croire en ce projet.
Grâce au soutien du centre hospitalier de Libourne et plus particulièrement de Dr Rakoto Malala, ce podcast continue d'exister et de prendre de l'ampleur. J'espère que cela vous aura plu et que cet échange vous aura permis de comprendre un peu mieux cette thématique. La santé mentale est pour moi tout un monde qui ne mérite qu'à être connu. Ce podcast est donc une porte ouverte pour vous, chers auditeurs, à mieux cerner cet univers. Alors un grand merci à tous ceux qui osent prendre le micro avec moi pour raconter leur parcours. Et si cela vous intéresse à votre tour de témoigner, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux dont la page Instagram est danslamachine.pod et la page Facebook Dans la Machine Podcast. À bientôt!